Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Vous êtes nombreux à me demander quelles sont mes montres de rêve, mes Dreamwatch, les montres que j'aimerais rentrer dans ma collection. Du coup, je me suis dit, je vais vous faire un épisode dédié à 10 montres que j'aimerais rentrer dans ma collection. Bien évidemment, avant de m'insulter, de me dire ouais, c'est des trucs de riches ici et ça. Non, c'est pas des trucs de riches. On est bien d'accord que les montres que je vais vous présenter, pour la grande majorité, restent des montres de rêve que je ne pourrai jamais rentrer dans ma collection pour plein de raisons, difficultés à sourcer, difficultés à financer, etc. Mais c'est ce qui fait partie aussi du charme de notre passion, c'est-à-dire avoir des paillettes plein les yeux. Alors évidemment, c'est pas l'intégralité de ma wishlist puisque je dois être rendu à peu près 50 pièces que je recherche depuis des années. Là, c'est 10 pièces vraiment qui, pour moi, sortent du lot et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la sélection que je vous présente aujourd'hui, il y a 4 montres vintage et 6 montres plus modernes, plus un petit bonus, donc restez bien jusqu'à la fin les amis. Ah oui, avant de démarrer, pensez à vous abonner à notre petite chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de vous proposer toujours plus de contenu. Allez, c'est parti. Alors la première montre de ma sélection, c'est une IWC Ingénieur AMG. Alors c'est une montre qui date un petit peu. Je possède la version chrono, exactement la même en version chrono, et je l'adore. Et c'est pour ça que j'adorerais pouvoir rentrer dans ma collection la même version, mais en 3 aiguilles. Euh, de toutes les ingénieurs qu'IWC a pu sortir, je trouve que c'est la ligne la plus racée, c'est vraiment celle que je préfère. Les ingénieurs d'aujourd'hui, non seulement je les trouve chers, mais je trouve qu'il leur manque le petit truc, je sais pas, il y a un truc qui me dérange sur les nouvelles. Ce qui me plaît vraiment énormément sur cette IWC AMG Ingénieur, c'est sa boîte en titane. Alors oui, la montre est chère, oui, le calibre c'est sûrement un dérivé de 28-24, mais voilà, je lui trouve énormément de charme. C'est assez épais comme montre, en plus vous verrez quand je ferai la revue du chronographe que les arêtes du fond de boîte sont assez tranchantes et c'est un peu dérangeant, mais elle a vraiment trop de charme cette montre, donc voilà, c'était ma première Dreamwatch. La seconde Dreamwatch de ma sélection, c'est une Breitling Navitimer Cosmonaut. Donc cette montre a pour particularité d'avoir un affichage sur 24 heures. Ce sont des montres qui sont toujours au catalogue de Breitling, mais moi vraiment le modèle qui me séduit le plus, c'est le modèle des années 60-70 avec le célèbre calibre Vénus. Ça fait longtemps que je la désire, il devient assez complexe d'en avoir des belles en bon état de conservation. La boîte et les papiers, ça m'intéresse pas forcément sur ce type de pièce, on est sur une montre vintage. Bref, moi j'ai la même version en 806, c'est-à-dire affichage 12 heures, et je l'adore. J'aimerais vraiment rentrer une Cosmo au sein de ma collection. Pourquoi? Parce que Breitling, c'est la marque de cœur, c'est la marque que je préfère. Je parle pas des nouvelles Breitling de carnaval, hein, qu'on soit bien d'accord. Et celle-ci, je la trouve vraiment dinguissime. La troisième montre vintage que j'aimerais avoir dans ma collection, c'est une Breitling à vie, donc la copilote, la 765, mais édition Raquel Welch. Donc pourquoi on lui a donné ce nom-là? C'est tout simplement parce que Raquel Welch, qui est une actrice, l'a portée dans un film. Bon voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Pourquoi cette montre, je la souhaite? Tout simplement pour son côté panda, tout simplement aussi parce que c'est un complément de la Navitimer des années 60-70 toujours. Et pour moi, c'est certainement la plus belle pièce que Breitling ait produit depuis que la marque existe. C'est très difficile à sourcer, très difficile à en avoir une dans un état cosmétique potable. Les prix, ça commence à piquer. Là, vous voyez, on en a une qui n'est pas exceptionnelle, elle est déjà 14 000 euros. Autant vous dire qu'il y a très peu de chances que je rentre une pièce comme ça dans ma collection. Je possède une réédition de la 765, la réédition que Breitling a fait il y a 2-3 ans, et c'est une très belle montre.
Mais Breitling a fait une grosse erreur, c'est qu'ils ont emboîté leur nouveau calibre que je trouve nul à chier. La sensation en montage est pas terrible, la terme de précision, la dérive augmente avec le temps, c'est-à-dire après quelques mois de portée, on n'a déjà plus la même dérive que lors de l'achat de la montre, ça c'est un peu gênant quand même pour des montres normalement cosque. Bref, cette Raquel Welch, je la trouve vraiment sublimissime. Regardez-moi cette patine de fou furieux, ah, c'est vraiment incroyable. La 765, c'est une montre qui est très sous-estimée selon moi. Quand on parle de Breitling, on parle toujours de la Navitimer, mais la copilote, c'est une montre qui est dingue. Il y en a beaucoup moins sur le marché et je pense que c'est des montres en plus qui vont commencer à prendre des cotes qui font très très mal. Bon, la famille, vous m'excuserez, mais oui, il y a une Rolex dans mon classement. Bon, j'aime bien Rolex en règle générale, notamment leurs modèles 4 chiffres et 5 chiffres. Dans ma sélection de montres que j'aimerais entrer dans ma collection, il n'y aura pas de Nautilus, il n'y aura pas de Royal Oak, il n'y aura pas ces montres pour Instagrammeurs Dubaïotes ou footballeurs rappeurs. Mais il y a une montre quand même qui me fait vibrer chez Rolex, c'est cette GMT Master 1675. Euh, Small GMT End, c'est important. J'ai eu une 1675, mais les générations suivantes avec l'aiguille GMT telle que celle qu'on connaît actuellement, là vraiment ce qui me fait vibrer, c'est cette homogénéité. Déjà de la 1675, je trouve que la boîte elle est dingue. Ensuite, on va retrouver bien évidemment cette petite aiguille GMT et pour moi c'est ce qui fait toute la différence entre les 1675 telles que celles que je vous montre à l'heure actuelle, et les GMT Master, les 16710, etc., et les montres actuelles qui ont, elles, une grosse aiguille GMT, et pour moi, ça manque de charme, c'est moins beau. J'adorerais que Rolex ressorte une version GMT avec cette Small GMT End que moi j'adore. Là en plus, bon, je vous ai mis un modèle qui a vraiment beaucoup de charme avec une très belle patine, avec une lunette délavée. Bref, c'est exactement le genre de modèle que j'aimerais rentrer dans ma collection. Problème, difficulté à trouver une montre genuine, on va dire, donc sans bidouille. C'est très compliqué. Les prix qui sont assez gogol, là, elle me paraît pas très chère cette montre-là. C'est pour ça que j'ai de gros doutes sur le fait qu'elle soit légite de A à Z, qu'on va dire. Mais bon, c'était pour vous donner un exemple du modèle. Il faut savoir que ces montres, elles partent à des tarifs astronomiques. Donc il y a très peu de chances que j'en ai une. En tout cas, c'est vraiment une pièce qui me fait rêver, cette GMT Master 1675. Elle vient clôturer ma sélection de montres vintage pour cette mini sélection, j'ai envie de dire. La première montre moderne que j'aimerais rentrer dans ma collection, c'est la Casio MRG. Alors je possède déjà une Casio MRG que j'adore. C'est certainement la montre que je porte le plus parce qu'elle est parfaite, elle est confortable, enfin bref, c'est une tuerie, je l'adore. Je comprends que certaines personnes n'envisagent pas de mettre 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 euros dans une Casio G-Shock. Mais il faut voir plus loin que juste un nom et il faut bien être conscient qu'une Casio MRG, c'est pas une Casio Hawk, c'est pas une GA 2100 à 80 balles. Une Casio MRG, on va avoir des matériaux de fou. On va avoir un polissage digne d'un Zaratsu chez Grand Seiko. On va avoir une recherche en termes de composants, de disposition, d'ergonomie, de répartition des masses que aucun autre manufacturier n'est capable de proposer à l'heure actuelle. Donc bref, moi ces Casio MRG, elles me font kiffer. Ce modèle Akazonae, je le trouve fou. C'est quasiment celle que je possède, sauf qu'on va avoir des coloris qui vont jouer avec le Titan Black, le Gold et le Red, et je trouve ça magnifique. Mais le modèle qui me fait vraiment vibrer, c'est cette édition limitée en MRG 2000. Je la trouve juste incroyable cette montre-là, évidemment très très dure à sourcer. Regardez-moi les détails sur la boîte, sur la lunette, sur le bracelet. Oh là là. C'est magnifique. Depuis toujours, je suis attiré par la Reverso. Alors on va être clair tout de suite. Bien évidemment, j'ai Gère-Lecoutre, horloger des horlogers, sur tout ce qui est calibre, élégance, conception, bref, tout ça c'est aux petits oignons, il n'y a pas de doute dessus. Si je veux une Reverso,
c'est tout simplement pour le système Reverso. On va être clair tout de suite là-dessus. Ce système qui peut paraître gadget pour certains me fait complètement vibrer. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est pas le genre de montre que je sporte et qui va avec mon style, avec mon lifestyle. On va être clair, regardez, je suis en short et en veste New Team toute la journée quasiment. Une Gégère Le Coultre, vous doutez bien que ça ne matcherait pas forcément avec mon style de tous les jours. Je suis plus habitué à aller bûcheronner dans le jardin qu'à aller biberonner un petit mimosa dans un palace parisien, clairement. Mais pour autant, j'adorerais rentrer une Reverso dans ma collection. Après, il y a beaucoup de modèles de Reverso, beaucoup de tailles. Et cette année, il y a eu une annonce incroyable de chez Gégère Le Coultre, c'est leur Chrono Tribute. Donc Tribute, deux faces utilisables, soleillage, et la version chronographe avec un squelettage. Voilà. Moi, je suis in love de cette montre. Évidemment, elle va être très dure à sourcer. Évidemment, elle coûte une boule entière. Là, on n'est même plus sur de la demi-boule, là, on est sur une boule entière. Mais je la trouve incroyable. C'est clairement une Dreamwatch et elle restera probablement Dreamwatch, mais je trouve que c'est une belle réussite de la part de Gégère Le Coultre, d'autant plus qu'ils lui ont mis un bracelet qui modernise et qui sportivise un petit peu cette montre. Alors ne m'insultez pas la famille, mais oui, dans ma wish list, dans ma dream list, même j'ai plutôt envie de dire, on va plutôt appeler ça comme ça, il y a une Hublot, la Big Bang Unico. Cette montre, j'ai toujours trouvé qu'elle avait quelque chose d'intéressant. Alors oui, c'est de la montre de footballeur, de rappeur, de tous les illettrés que vous connaissez. Mais faut leur reconnaître une chose, elles ont un design qui peut pas laisser indifférent. Alors, il existe plein de versions de carnaval de cette Big Bang Unico. Et à titre personnel, je les aime pas toutes, hein, j'en aime certaines. La première que j'aime beaucoup, alors ce serait en 42 mm pour le coup, puisque je pense que c'est la taille qui me conviendrait le mieux. C'est la version Unico King Gold. Qui match de fou. J'ai pu la voir en vrai cette montre-là et franchement, elle est très 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 belle. Elle est un petit peu épaisse, mais on n'est pas non plus sur l'épaisseur d'un 77-50. Le bracelet est ultra confortable, la boîte elle est juste incroyable. J'aime beaucoup la disposition des poussoirs qui sont très agréables à utiliser. Et les versions non gold sont un peu plus accessibles. Je vous montre par exemple ici un 44 mm Sorail, où là encore le choix des couleurs, j'adore. Je trouve vraiment que Hublot, ils ont des partenariats, des affiliations qui sortent de l'ordinaire. Zénith commence à faire ça un petit peu, mais finalement il n'y a pas tant de marques que ça qui jouent sur leur côté foufou. On continue avec une montre sur laquelle je lorne depuis longtemps. Je me bouffe les glaouis parce que cette montre-là, j'aurais pu l'avoir à un super prix et j'ai privilégié un autre modèle qui finalement m'a déçu. Donc, je l'ai un petit peu là. Cette fric, boîte carbone, je la trouve juste sublimissime. Deux petits défauts, par contre. Elle a un diamètre assez important et une épaisseur assez importante aussi. Comme pour la Hublot, j'ai aucune idée de ce que ça donne au fil des années, comment évolue le mouvement, est-ce que ça coûte cher en entre tout ça, je sais pas. On est sur de la Dreamwatch, là pour moi, c'est une montre que j'aimerais entrer dans ma collection pour les porter, parce que je porte toutes mes montres, mais j'ai aucune idée de est-ce que c'est coûteux ensuite à l'entretien ce type de garde-temps. En tout cas, je les trouve incroyables. Ce type d'affichage, ce mouvement, ce côté cadran, ça a vraiment de la gueule. Ulysse Nardin, c'est une marque qui n'est pas très médiatisée en France et à tort parce qu'ils font vraiment de très très belles choses. Alors il y en a qui passent leur journée à se palucher sur la Nautilus, sur la 5712, sur la Royal Oak Jumbo machin truc. Mais au final, ces montres-là, tout le monde les a ou tout le monde les veut, que finalement elles ne me séduisent pas. C'est pour ça que j'ai revendu ma 15500, c'est pour ça que j'ai revendu mon Aquanaut. Déjà que j'avais pas payé les prix actuels, hein, parce qu'il faut être complètement pété de la boule pour lâcher des billets comme ça pour des montres acier, 3 aiguilles, bref, vous l'aurez compris.
Faut pas non plus déconner. Mais il y a une marque qui est sous-estimée et mésestimée même, c'est Girard-Perregaux avec son modèle Laureato. Un modèle qui s'inspire pas de tout ce qui est nautique à la Genta, hein. Il faut être clair, quand j'entends ça, mais ça me fait sauter, je deviens hors de moi. Bref, la Laureato, c'est une montre que j'adore. Je possède le chrono, je vous l'ai présenté sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, les amis, si ce n'est pas encore fait, c'est une montre d'excellence. Et je dois avouer que rentrer une version un petit peu plus petite, puisque mon chrono c'est un 42, la rentrer une version 3 aiguilles 38 mm, ça me ferait bien plaisir. Girard-Perregaux a fait un choix étrange de ne plus proposer les cadrans bleu, noir en 38 et la seule montre dans la collection permanente en Laureato 38, c'est cette Girard-Perregaux Copper Dial. Alors, on va être clair, le Copper Dial, donc ce cadran cuivré aux reflets improbables qui peuvent aller d'un rouge très profond à un quasi doré jaune très clair, il est dingue. Moi, je l'adore. Quand j'ai vu la news de cette sortie, direct, j'ai mis ça sur ma dream list parce que cette montre, je la trouve très très belle. La couleur du cadran, le bracelet intégré, tout ça en termes de confort, je sais que ça va matcher de fou. Alors j'ai un petit doute quand même sur le diamètre 38, mais alors 38 en bracelet intégré, généralement ça match, on a la sensation de porter un 39 voire un 40. Donc bon, je pense que c'est une pièce incroyable. Je pense aussi que c'est une pièce qui va prendre de la valeur dans les années à venir. Girard-Perregaux, à l'heure actuelle, ça a du mal à décoller, mais les anciennes références en 38 se vendent, on va dire, 30 à 40% plus cher que le prix de vente de l'époque. Donc pourquoi pas, ça peut être aussi une manière d'investir, en sachant que les Girard-Perregaux sont des montres que l'on trouve plus facilement que de la Rolex, de la Patek, de la AP, etc. Même si, au jour d'aujourd'hui, il y a des listes d'attente pour ces modèles, mais c'est des listes d'attente qui se comptent en semaines ou en mois et non pas en années, comme pour certaines manufactures. Donc voilà, mettez-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez de cette Laureato, que moi je trouve dingue, 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 je l'adore. On continue avec une Bulgari Octo Finissimo. J'ai toujours voulu rentrer une Bulgari dans ma collection permanente. Et la Octo Finissimo, je la trouve incroyable. Surtout cette version chrono GMT. Alors oui, elle est un petit peu plus épaisse que la 3 aiguilles, mais elle reste un exemple de finesse. Là, on va être sur un peu moins de 7 mm d'épaisseur pour une montre chrono GMT. En plus, le modèle que je vous présente est entièrement en titane. Le calibre, il est magnifique. C'est une forme particulière quand même. Au poignet, c'est spécial à porter. Mais pour en avoir essayé, je kiffe. Je kiffe bien. J'espère qu'un jour j'arrive à en rentrer. Alors je sais pas si ce sera ce chrono-là parce que bon c'est quand même un gros billet. On trouve des modèles 3 aiguilles aujourd'hui autour des 5-6 000 euros en snipant bien sur le marché de l'occasion. Donc c'est possible en faisant d'énormes sacrifices d'en acquérir une. Et Bulgari, c'est un petit peu comme Girard-Perregaux sur son modèle 3 aiguilles, c'est-à-dire que c'est des modèles qui sont sous-estimés selon moi. Ce sont des modèles qui finiront par sortir du lot et connaître une vibe, un engouement, je le souhaite en tout cas, comme ça peut être le cas chez Patek ou chez Audemars ou chez Rolex même. Faut bien être conscient que là, pour 20 000 balles, vous avez une montre d'excellence. Et je comprends pas qu'à l'heure actuelle, des mecs sont prêts à lâcher 20, 30, 40, 50 000 balles pour une Detto, hein, une montre qui existe depuis 40 ans, qui a connu très peu d'évolution. On lui fout des paillettes dessus, quelques diamants, et voilà quoi, ça fait la vibe. Alors qu'on a des montres d'excellence, comme cette Octo Finissimo, avec des records, avec une recherche technologique pour avoir un mouvement ultra fin, avec une utilisation de matériaux qui changent un petit peu de l'ordinaire. Là, on est sur une boîte titane brossée, du plus bel effet. En parlant de paluche, la famille, mon petit bonus, hein, la 11e montre que j'aimerais rentrer dans ma wishlist, mais là encore, ça risque de rester du domaine du rêve parce qu'on rentre dans un autre monde. C'est la Patek Philippe Calatrava, référence 52-26. Tout d'abord, c'est une montre qui ressemble à une field watch, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver
un point commun avec des fil watch traditionnels. Ensuite, il y a la finesse de la montre, puisque la montre mesure environ 8 mm, donc c'est juste exceptionnel à porter. Les dimensions sont parfaites. Hein, j'aime beaucoup vraiment le shape de cette montre. Je trouve que pour une Patek, on n'est pas dans le clinquant, on n'est pas dans le brillant. Bref, cette montre, vous la croisez au poignet de quelqu'un, jamais vous devinez que c'est une Patek, et c'est ça qui m'a séduit sur cette montre. Il y a deux points noirs à cette Patek Philippe Calatrava, montre de 40 mm de diamètre, hein, je le rappelle. Le premier, c'est son prix de 40 000 euros, prix qui se justifie par plusieurs choses. Hein. On est chez Patek, le calibre, la finesse et un boîtier en or gris. J'aurais largement préféré un boîtier en acier et un prix gratté de 10 000 balles par exemple. Deuxièmement, l'étanchéité. On est sur une montre étanche à 3 ATM. Autant dire que vous éternuez sur votre montre, il y a de l'abus à l'intérieur du cadran. 3 ATM, putain, sérieusement, mais quelle déception. C'est des grandes manufactures historiques, elles veulent faire de la montre sport chic, d'accord, mais putain, sport chic. Faut quand même un minimum d'étanchéité. Donc pour moi, c'est vraiment le défaut qui fait que j'insisterai pas même à rechercher cette pièce-là. Mais j'aime beaucoup cette nouvelle vibe chez Patek qui sort un peu de ces deux modèles plébiscités par toute la communauté, quoi. Moi, la Nautilus et la 5712, j'en peux plus de les voir, hein, que ce soit en photo, en vidéo, tout ce que vous voulez. Là, je trouve que cette Calatrava, elle a quelque chose et j'espère que Patek va pousser vers cette direction. Donc voilà la famille, ma présentation sur ces montres que j'apprécierais, que j'adorerais, je rêverais rentrer dans ma collection, touche à sa fin. J'espère que j'ai répondu aux questions que vous avez été plusieurs à me demander sur quelles étaient mes montres de rêve, etc. Vous voyez, c'est une sélection assez hétérogène, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, c'est des montres coup de cœur, des montres passion, c'est pas du tout pour de la spéculation ou je ne sais quoi. Alors évidemment, je vous ai pas présenté des montres budget dans cette sélection, mais il y a certaines de mes Dreamwatch qui sont des montres pas très chères, je vous les présenterai peut-être dans une autre vidéo, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!